Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 4 décembre. Le cessez-le-feu à Gaza violé une énième fois. L'entité sioniste fait au moins 5 martyrs à Khan Younes, dont 2 enfants. Une délégation représentant l'ensemble des membres du Conseil de sécurité de l'ONU est à Damas pour une première visite de l'institution en Syrie depuis 14 ans. L'Algérie lance officiellement la 5G, un déploiement stratégique pour stimuler l'innovation dans divers secteurs. Et puis l'Algérie commémore le 173e anniversaire du génocide de l'Arwat, le jour où les soldats français ont massacré plus de 3000 Algériens, dont des femmes et des enfants. Bonsoir à tous. 55 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'entité sioniste a poursuivi ses bombardements dans l'ensemble de l'enclave palestinienne. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 8 martyrs ainsi que 16 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, pas moins de 366 Palestiniens sont tombés en martyrs et 938 autres ont été blessés, tandis que les corps de 619 martyrs ont été récupérés. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 70 125 martyrs et 171 015 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et je vous le disais en titre, 5 Palestiniens dont 2 enfants sont tombés en martyrs dans la nuit d'hier lors d'une frappe de drone des forces de l'entité sioniste contre des tentes abritant des personnes déplacées à l'ouest de Khan Younes, déclenchant un incendie à l'heure où elles poursuivaient la démolition de bâtiments dans le quartier El Toufar, dans la ville de Gaza. Soudain, le feu s'est déclaré. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'ils étaient dans notre campement. Nous avons donc commencé à fouiller les environs et nous avons constaté qu'il était là. Des gens, des enfants et des femmes étaient en morceaux. Tout le monde a participé à l'extinction du feu, des bonbonnes de gaz et des tentes qui étaient en flammes. Où sont les médiateurs ? Où sont ceux qui ont œuvré pour un cessez-le-feu? Il n'y a rien. Nous constatons aucun cessez-le-feu, aucun calme à Gaza. Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la déclaration de cessez-le-feu, il n'y a pas de cessez-le-feu. Chaque semaine, on observe des frappes, des assassinats, des bombardements et des attaques contre des bâtiments. Nous ne constatons absolument aucun cessez-le-feu. Les victimes de ces bombardements ont été transportées à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Leurs proches se sont déplacés pour les identifier et pour leur faire leurs derniers adieux. Rada, réveille-toi, Rada. Je te jure que tu étais encore avec moi il y a quelques instants. Tu m'as donné une banane à manger, tu as insisté pour que je reste déjeuner. Rada, mon amour, ma cousine, Rada, s'il te plaît, lève-toi. Réponds-moi, Rada. Rien du tout. Ils étaient assis dans leur tente. Ils ont été touchés avec 4 missiles et ils les ont brûlés de l'intérieur. À chaque catastrophe, ils s'en prennent directement aux civils. L'occupation israélienne a ciblé les tentes des gens, les tentes de civils. Tous étaient des martyrs, des enfants, une famille entière rayée de l'état civil. Quel était leur crime? Est-ce que c'est ça, les cibles? Est-ce que la banque israélienne décible un camp spécialement désigné pour protéger les Palestiniens de toute attaque ou violation de la sécurité, alors même que nous sommes censés être en trêve, en période de cessez-le-feu? Au moins 7000 Palestiniens de la bande de Gaza, blessés lors de l'agression génocidaire de l'entité sioniste, sont devenus handicapés selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les médecins de Gaza ont enregistré au moins 5000 cas d'amputation, dont plus de 20% concernant des enfants. Environ 30 000 personnes à Gaza blessées durant l'agression ont besoin d'une rééducation à long terme.
Et le service de lutte anti-mine des Nations Unies a mis en garde contre la contamination explosive d'une ampleur inédite dans la bande de Gaza, où 5 à 10% des 7000 tonnes d'explosifs largués depuis le début de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre l'enclave palestinienne en octobre 2023 n'ont toujours pas explosé. Dissimulés dans des ruines, les milliers d'engins non explosés constituent un danger constant, particulièrement pour les enfants, surtout que près de 80% de la population vit aujourd'hui dans des tentes de fortune ou au milieu des décombres. Et plus de 200 célébrités du monde de la culture et du sport ont demandé dans une lettre ouverte la libération du dirigeant palestinien Marwan Barghouti, emprisonné par l'entité sioniste depuis 2002. Marwan Barghouti, âgé de 66 ans, est surnommé par ses partisans le Mandela palestinien. La lettre ouverte réunit des stars du cinéma ainsi que des musiciens, les autrices à succès, Sally Rooney ou Margaret Atwood ont également apporté leur soutien, tout comme les anciens footballeurs Eric Cantona et Gary Lineker. Je vous en parlais en titre, une délégation représentant l'ensemble des membres du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée ce jeudi à Damas pour une première visite de l'institution en Syrie depuis 14 ans. À leur arrivée dans la capitale, les membres de la délégation, dont l'Algérien Ammar Benjama, ont parcouru le quartier dévasté de Djobar et visité plusieurs sites patrimoniaux dans la vieille ville de Damas en compagnie du représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Ibrahim Oulabi. La délégation du Conseil de sécurité s'est ensuite rendue à Qasr el-Shab où elle a tenu des discussions avec le président syrien de la transition, Ahmed Echara. Coopération en Biélorusse, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a achevé hier soir une visite officielle de 2 jours en Algérie. Au cours de cette visite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue biélorusse ont signé une déclaration conjointe sur le renforcement des relations de partenariat et d'amitié entre les deux pays à l'issue de leurs entretiens en tête-à-tête au siège de la présidence de la République, élargi par la suite aux membres des délégations des deux pays. Plusieurs accords et mémorandums d'entente de coopération dans divers domaines ont été également signés entre les deux pays. Dans une déclaration conjointe à la presse avec son homologue biélorusse, le président algérien s'est félicité de la signature de ces accords ainsi que des résultats du Forum économique algéro-biélorusse. Coopération algéro-sud-africaine. Cette fois, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi à Alger le vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, Alvin Botz, en visite officielle en Algérie. Visite qui s'inscrit essentiellement dans le cadre de la représentation de son pays aux travaux de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran, tenu à Alger les 1er et 2 décembre. Nous avons tenu des discussions approfondies sur le travail accompli dans le cadre de la 7e haute commission mixte coprésidée par les présidents de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Nous avons examiné les 5 nouveaux domaines de coopération définis dans les 5 mémorandums d'entente, notamment ceux relatifs à l'échange de capacités de recherche, y compris de recherche agricole et à la collaboration avec nos agences spatiales respectives. Nous avons également abordé la nécessité de créer un conseil d'affaires algéro-sud-africain qui devrait favoriser le commerce et les investissements directs entre les deux pays. J'ai conclu mes réunions d'aujourd'hui par une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères au cours de laquelle nous avons été informés de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et de la manière de faire progresser sérieusement les luttes du Front Polisario au cours de l'année 2026.
Et parlant finance en Algérie, les membres du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement algérien, ont adopté ce jeudi à la majorité écrasante le texte de loi de finances 2026 qui comprend plusieurs dispositions visant notamment à promouvoir l'investissement, à soutenir l'activité économique et à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Le texte qui comprend des dépenses budgétaires records dépassant 17 000 milliards de dinars, soit 135 milliards de dollars, s'inscrit dans la politique de développement du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Je vous en parlais en titre, l'Algérie se met à la 5G. Le pays a lancé officiellement hier la nouvelle génération de téléphonie mobile. Ce déploiement stratégique est censé stimuler l'innovation dans le secteur de la santé, l'industrie 4.0, l'éducation et la mobilité intelligente. Iman Merad. L'Algérie entre dans l'ère de la 5G, un tournant stratégique qui dépasse le simple déploiement technologique. Cette nouvelle génération de réseaux devient un catalyseur pour transformer profondément l'économie, les services et la souveraineté numérique du pays. Parmi les secteurs impactés, l'énergie. Le déploiement de la 5G permettra un pilotage intelligent des réseaux électriques et des infrastructures gazières et pétrolières. L'installation des capteurs et des systèmes connectés vont permettre la facilitation de la collecte et l'analyse en temps réel des données, optimisant la production, la maintenance et la sécurité. L'Algérie pourra ainsi moderniser son secteur énergétique et renforcer son rôle dans la distribution régionale tout en améliorant son efficacité opérationnelle. Le monde est entré dans l'ère de l'usine intelligente. Avec la 5G, la robotisation, la maintenance prédictive et la gestion automatisée des chaînes de production deviennent possibles à grande échelle. Les entreprises pourront réduire leurs coûts, gagner en réactivité et innover dans la conception et la production. La 5G va créer un véritable socle pour l'industrie 4.0 en Algérie, renforçant la compétitivité et l'attractivité du pays pour les investissements industriels. La 5G permet la télémédecine avancée, la transmission d'imagerie lourde en temps réel et l'utilisation de capteurs connectés pour le suivi des patients. Ensuite vient l'industrie 4.0, des usines intelligentes, maintenance prédictive et automatisation à grande échelle vont devenir réellement possibles grâce à la faible latence. Dans la mobilité, la 5G va accélérer tout ce qui touche au transport connecté, à la gestion du trafic, aux flottes intelligentes. Le secteur de l'éducation aussi sera transformé. On va voir des classes immersives, des laboratoires virtuels et du contenu interactif qui nécessite aujourd'hui une connectivité stable et rapide. Sur le plan stratégique, la 5G positionne l'Algérie comme un acteur régional incontournable de la connectivité et de l'innovation. Elle crée une plateforme capable de soutenir de nouveaux partenariats, d'attirer des investissements et de renforcer la souveraineté numérique nationale. Aujourd'hui, il pourra contribuer à hauteur de plusieurs milliards de dollars au PIB dans les prochaines années. Et surtout, il va repositionner l'Algérie comme un marché capable d'attirer de nouveaux investisseurs technologiques. Aujourd'hui, avec ce lancement coordonné par les 3 opérateurs, l'Algérie ne se contente pas d'adopter une nouvelle technologie, mais elle apporte, ou plutôt, elle prépare un changement structurel de son paysage économique et technologique en donnant aux entreprises et aux citoyens les outils pour entrer pleinement dans l'économie numérique. Avec la 5G, l'Algérie ne se contente pas de moderniser son réseau mobile. Elle construit les bases d'une économie orientée vers l'avenir où l'énergie, l'industrie et la santé seront des moteurs de croissance et d'innovation. Une dynamique stratégique qui promet de redéfinir durablement le paysage économique et technologique du pays. Dans l'actualité aussi, le président américain Donald Trump accueille ce jeudi à Washington ses homologues congolais et rwandais pour ratifier un accord de paix censé mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo, ravagée par 3 décennies de conflits armés. Naïla Hamouda. À Washington, les dirigeants congolais et rwandais doivent aujourd'hui ratifier un accord de paix présenté comme une étape importante dans la région des Grands Lacs. Cette signature, qui réunira le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous le parrainage des États-Unis, contraste fortement avec la situation sécuritaire sur le terrain qui reste tendue.
Dans la province du Sud Kivu, de violents affrontements ont encore opposé ces dernières heures le groupe armé M23 aux forces de l'armée congolaise, appuyé par des milices locales. Selon plusieurs sources, le M23 continue de progresser malgré les engagements pris dans l'accord préliminaire conclu en juin dernier. Depuis plusieurs semaines, les combats se sont intensifiés dans l'est du pays, notamment après la prise stratégique de Goma et Bukavu. Les cessez-le-feu successifs ont été violés, aggravant la crise humanitaire et provoquant de nouveaux déplacements de population. L'accord signé aujourd'hui par Félix Tshisekedi et Paul Kagame prévoit plusieurs volets. Des engagements progressifs des groupes armés, désarmement, intégration conditionnelle d'ex-combattants, mais aussi une coopération renforcée avec les États-Unis autour des minerais stratégiques. À ce propos, la présidence congolaise a réfuté toute critique portant sur cette notion d'échange de paix contre minerais, tout en affirmant que la souveraineté du pays demeure pleinement préservée. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou de parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. Reste à savoir si cette signature pourra ouvrir la voie à une désescalade réelle et durable dans l'est de la RDC. Dans l'actualité africaine également, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé ce jeudi les belligérants à cesser immédiatement les combats dans le sud du Soudan, affirmant craindre une nouvelle vague d'atrocités après les massacres d'El-Fasher. Le responsable onusien a souligné que ces combats devaient cesser immédiatement et l'aide humanitaire vitale devait parvenir aux personnes menacées de famine. L'Algérie commémore ce jeudi le 173e anniversaire de la tragédie de l'Arwat, porte d'entrée du désert algérien. Le 4 décembre 1852, les soldats français menés par le général Aimable Pélissier ont commis un des pires génocides dans cette ville, en massacrant plus de 3000 personnes, dont des femmes et des enfants. Retour sur cet événement tragique de l'histoire algérienne avec Safouane Ben Sabri. La France coloniale s'est distinguée durant son histoire par des crimes rivalisant les uns avec les autres dans l'horreur. Le 4 décembre 1852, l'armée coloniale procède au massacre de l'Arwat. 2 tiers de la population locale sont exterminés sans remords. Comme en témoigne la lettre du général Pélissier adressée à son gouverneur général, il y décrit l'intelligence et la vigueur de ses troupes dans leur macabre entreprise. Une élimination méthodique des civils enfermés dans la ville. Le 4 décembre 1852 symbolise l'usage de la force contre des civils. Alors que la ville de l'Arwat était difficilement prenable, l'armée française a recours à l'enfumade de la ville en passant à l'extermination massive comme méthode systématique. Le général Aimable Pélissier est à la tête d'une armée de 6000 soldats. Il assiège la ville de l'Arwat le 21 novembre 1852. Face à la résistance ardue des Algériens, l'assaut décisif de la ville aura lieu le 4 décembre. La ville est alors prise par les Français. Pour arriver à ses fins, le général fera subir un traitement brutal aux habitants de la ville. Il met en pratique la politique de la terre brûlée, menée par l'armée française. 173 ans plus tard, l'Algérie commémore un épisode tragique de son histoire, jonché de massacres qui ont trouvé pour réponse une résistance infatigable. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce jeudi à New Delhi pour entamer une visite d'État de 2 jours. L'Inde et la Russie ont toutes deux déclaré vouloir dynamiser leurs échanges commerciaux et diversifier les produits échangés. L'Inde et la Russie ambitionnent de porter leurs échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2030.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé ce jeudi que la production de carburant pour les missiles ukrainiens à longue portée dans une usine du Danemark présentait un risque d'escalade. Zakharova a accusé les autorités danoises de tenter de tirer profit du bain de sang en Ukraine. Le Danemark est devenu le premier pays soutenant le régime terroriste de Kiev en mettant son territoire à disposition pour la production de composants d'armes destinés à être utilisés contre des villes paisibles de notre pays. Cette aventure confirme la politique hostile et militariste de Copenhague qui, de concert avec d'autres pays hostiles à la Russie, entrave toute tentative de résolution de la crise ukrainienne par des moyens politiques et diplomatiques. Cela fait peser un risque d'escalade et encourage les néo-nazis et désormais les terroristes néo-nazis en Ukraine à commettre de nouveaux crimes barbares contre la population civile dans les régions russes ainsi que contre les infrastructures civiles dans d'autres pays. Dans ce même cadre, la Turquie a demandé à la Russie et à l'Ukraine de ne pas impliquer leurs infrastructures énergétiques dans le conflit et de maintenir la continuité des flux énergétiques, et ce après une série d'attaques au large des côtes turques de la mer Noire. Aujourd'hui encore, nous demandons à toutes les parties russes et ukraines de ne pas impliquer les infrastructures énergétiques dans ce conflit, car elles ont un impact direct sur la vie quotidienne des populations. Nous savons cependant que ces derniers jours, les infrastructures énergétiques ont été la cible principale en Ukraine et inversement. L'Ukraine attaque certaines installations énergétiques en Russie, mais il est impératif de maintenir la continuité des flux énergétiques en mer Noire, dans nos détroits et via les oléoducs. Dans l'actualité aussi, la police espagnole a démantelé un réseau criminel accusé d'avoir fait entrer clandestinement des centaines de migrants étrangers pour travailler dans des fermes de l'Est de l'Espagne, dans des conditions que le ministère de l'Intérieur a qualifiées d'inhumaines et proches de l'esclavage. De nouvelles pluies font craindre de nouveaux dégâts en Indonésie et au Sri Lanka, déjà durement touchés par les inondations qui ont fait plus de 1500 morts dans 4 pays. En Indonésie, l'agence météorologique a averti que les 3 provinces de Sumatra, les plus touchées, connaîtraient des pluies modérées à fortes entre jeudi et vendredi. Au Sri Lanka, des villageois réfugiés dans un centre communautaire à Kitulbeda ont demandé aux autorités de vérifier la sécurité de leur maison avant de retourner chez eux après le passage dévastateur d'un cyclone qui a frappé le pays la semaine dernière. Près de 200 000 personnes ont été contraintes de se réfugier dans des abris après le passage du cyclone Ditwa. Ce matin, je balayais mon jardin quand les gens qui habitaient en contrebas sont arrivés en pleurant. J'ai les clés de ce centre communautaire. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient nulle part où aller et qu'ils voulaient que le centre leur soit ouvert. Ce que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé le 27 novembre. Après cela, les autres habitants du village ont vérifié leur maison et tous sont venus se réfugier ici. Nous recevons de l'aide petit à petit, mais ce que nous attendons, ce n'est pas seulement de l'aide, mais aussi que des représentants du bureau d'études géologiques inspectent notre village pour vérifier si nous pouvons y retourner en toute sécurité. Allez, retour en Algérie pour parler cinéma. Ouverture ce soir de la 12e édition du Festival international du film d'Alger. Pas moins de 101 films, dont 50 en compétition et 51 en hors compétition, seront projetés durant cette édition, dont l'invité d'honneur est Cuba. Pour cette année, nous voulions développer le festival sur 2 polarités, Riyad El Fath sur 2 salles, Alger Centre sur 3 salles, plus les centres de masterclass, c'est le Cinélab. L'autre élément, c'est le souk, c'est-à-dire développer un marché
un espace interprofessionnel qui puisse être d'année en année un rendez-vous pour faire le point, pour corriger, alerter, être une force de proposition et de collaboration avec différentes institutions, publiques, privées. Et l'élément troisième, c'est l'application qui permet une expérience pour les festivaliers, pour s'organiser, voir les films, se renseigner, tout ce que peut offrir une application aujourd'hui. Et ça nous permet, nous, de rester en contact avec eux au-delà du festival. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.